quels sont les 5 pièges que je retrouve le plus chez les psychologues qui veulent s'installer en libéral? C'est la question du jour et on va essayer d'y répondre. Je me présente, je suis Medjed Moussaaba, psychologue et psychothérapeute en cabinet libéral depuis 3 ans maintenant et j'ai fondé l'Académie du Libéral pour accompagner au mieux mes consoeurs et mes confrères dans leur installation et dans leur développement. Aujourd'hui, je vous donne les 5 pièges qui pour moi reviennent le plus souvent et qui pourraient faire passer de votre rêve à un fiasco total. C'est-à-dire que j'en connais quand même beaucoup, des personnes qui ont voulu s'installer et qui au bout de 1-2 ans se retrouvent à devoir reprendre une activité salariée à temps complet parce qu'il y a eu un couac quelque part. Donc je vous donne moi les 5 endroits où il y a le plus de couac. Piège numéro 1, ne pas modéliser son projet. Trop de psychologues se lancent dans le libéral sans avoir pensé concrètement qui je veux m'adresser, c'est-à-dire quel sera mon public, quels sont mes outils, quelles sont les thématiques que je veux accompagner. Quel public ça peut être vouloir accompagner la communauté LGBT, vouloir accompagner les personnes plutôt HPI, vouloir accompagner plutôt les femmes, plutôt les hommes, plutôt les adultes, plutôt les enfants. Mes approches, donc quels outils je veux utiliser, est-ce que je veux plutôt mettre en avant ma pratique TCC, ma pratique EMDR, ma pratique psychanalyse, etc. Et puis quelle thématique, est-ce que je veux plutôt accompagner des personnes qui souffrent de troubles anxieux, des personnes qui souffriraient de stress post-traumatique, c'est de réfléchir au moins à ces questions-là. Et puis après, il y a d'autres choses qui peuvent se rajouter. C'est quels seront mes différents canaux de communication, quels vont être les différents coûts que je vais avoir, quel va être le revenu que j'imagine. Donc pour ça, vous avez un modèle que moi j'aime bien utiliser dans l'académie, c'est le modèle Canvas que j'utilise pour faire la modélisation du projet. Donc ça, c'est le piège numéro 1. Piège numéro 2, c'est ne pas avoir défini de stratégie de communication. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez modélisé votre projet, va venir naturellement le fait de communiquer sur ce projet-là. Et donc, on retrouve 6 grands canaux de communication. On a la fiche Google My Business, le site internet, les réseaux sociaux, les fichiers achats prospects, le réseau professionnel et puis les supports de communication. Donc, vous devez réfléchir à quelle stratégie vous souhaitez mettre en place, c'est-à-dire quel canal je vais utiliser, qu'est-ce que je vais mettre dessus. En gros, c'est les 2 questions qu'on va avoir. Moi, je vous déconseille de vous investir dans les 6 parce que ça prend un temps fou. Moi, je vous recommande d'en choisir quelques-uns. 1 à 3 déjà pour commencer, c'est très bien, mais de les maximiser le plus possible. Et une fois que c'est automatisé, rien ne vous empêche d'aller investir d'autres choses. La première chose que moi, je vous recommande, c'est de faire une fiche Google My Business et de bien l'optimiser. Donc pour l'optimiser, il y a tout un tas de paramètres. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Mais voilà, il y aura l'établissement de la fiche Google et son optimisation. Moi, je vous recommande systématiquement un site internet, parce que le fait d'avoir un site internet, vous êtes propriétaire de ce qui se passe dessus. Et si demain quelque chose vient à se casser la figure, votre site internet lui restera. Il y a beaucoup plus de sécurité que sur n'importe quel autre algorithme. Vous avez après tout ce qui est fichier d'achat prospect, c'est Doctolib, etc. Ça, je vous le recommande si vous n'êtes pas suffisamment pris à l'avance pour votre projet du libéral. Moi, ce que je recommande souvent, c'est de commencer votre communication bien avant de commencer à vouloir accueillir des patients. Mais si jamais vous vous lancez maintenant et vous n'avez pas le choix, passez sur Doctolib. Je ne vous le recommande pas à long terme parce que c'est quand même 150 € et puis au final, à la fin, vous aurez suffisamment de patients qui viendront des différents autres canaux. Mais pour démarrer, c'est très bien. Donc éventuellement ce canal-là, donc fiche Google My Business, site internet et éventuellement Doctolib si vous vous lancez directement. Si vous ne vous lancez pas directement et que par exemple vous avez déjà de l'expérience, vous pouvez utiliser le réseau professionnel. Le réseau professionnel, l'avantage c'est que là vous aurez un large éventail de thérapeutes, de médecins, de kinés ou autres qui pourraient vous ramener des patients. Si vous n'avez pas ce réseau professionnel et que vous avez suffisamment de temps et que vous aimez ça c'est super important, vous pouvez vous lancer dans un réseau social. Là, il va falloir le choisir en fonction du public que vous souhaitez viser. Un jeune public sera davantage sur TikTok, Instagram que sur Facebook. Un public plus adulte sera davantage sur Facebook que TikTok. Un public professionnel, par exemple, je ne sais pas, vous accompagnez des personnes qui font des épuisements pro et des dépressions, sera peut-être davantage sur LinkedIn que sur TikTok ou autre. Donc voilà, déjà réfléchir à quel réseau social on veut aller. Et puis surtout, il faut vraiment aimer ça parce que c'est assez chronophage. Et ensuite, vous allez créer du contenu dessus. Donc voilà, moi je vous recommande d'en choisir 3 et de faire à fond là-dedans. Sur tout ce qui est support de com, honnêtement, vous n'allez pas avoir des résultats incroyables. Tout dépend de ce que vous proposez. Si vous êtes dans la thérapie, une simple carte de visite suffit. Donc voilà, ça vous avez un exemple. Je ne sais pas si le zoom va se faire. Il faudra que je fasse comme les...
Ouais, voilà. Donc ça, c'est un exemple de carte de visite que vous pouvez avoir. Moi, je trouve que ça facilite le bouche à oreille, mais honnêtement, ma patientèle, elle ne se construit pas avec ça. Elle se construit, oui, avec le bouche à oreille, mais le bouche à oreille n'est pas dépendant que de ça. Donc voilà, ça, c'est des choses que vous pouvez imaginer. Mais en tout cas, une erreur fondamentale serait de ne pas réfléchir à sa communication. Et donc, ça, je le mets réellement comme un troisième piège, alors qu'au final, ça rejoint un peu. Troisième piège, c'est croire que Doctolib est la solution. Quand je me suis installé, moi, j'ai utilisé Doctolib parce que l'installation s'est faite plus rapidement que je ne le pensais. Et effectivement, ça a marché très bien. C'est-à-dire que je me suis installé. Moi, je travaillais uniquement au départ les mercredis soirs et les samedis. Et tout était booké avec 2-3 mois d'avance au départ. Ensuite, j'ai eu mon installation officielle qui était en août. Et là, effectivement, ça a continué à bien se remplir. Le problème, c'est que le jour Doctolib, pour une raison qu'on ignore, vous n'êtes plus dans leur petit papier et vous n'êtes plus dans les hauts des résultats. Quand les personnes vont taper, par exemple, psychologue. Et bien là, c'est toute votre activité qui va chuter. C'est un conseil que je donne souvent, c'est ne mettez pas vos œufs dans les mêmes paniers, parce qu'à ce moment-là, si vous n'avez fait que Doctolib, vous êtes dépendant d'eux, et c'est aussi comme ça que fonctionne leur business, c'est que vous savez que si vous arrêtez de payer les 150 €, votre activité retombe à zéro. Une espèce de bon deal de se dire, je paye 150 et puis derrière, j'ai je ne sais pas combien de personnes. Donc voilà, croire que Doctolib c'est la solution, pour moi c'est un piège fondamental, c'est une solution à court terme, mais certainement pas à long terme. Parce que pour cette raison-là qu'on est dépendant d'eux. Et donc pour moi, c'est hyper important d'avoir au moins la fiche et le site internet, voir le réseau social, mais même là, encore une fois, on est sur des plateformes qui ne dépendent pas. Mais fiche Google et le site internet quand même un peu plus. Quatrième piège, ne pas avoir réfléchi suffisamment au choix de son statut juridique. Le choix du statut juridique, il est hyper important parce qu'il se peut que ce que vous avez choisi ne vous corresponde pas. Il y a plusieurs critères à prendre en compte. Déjà, c'est combien je pense avoir de chiffre d'affaires dans l'année. La plupart des personnes se lancent avec le micro-entrepreneuriat, qui peut être dans la plupart du temps une bonne solution. Moi, j'ai souvent tendance à dire que c'est une bonne solution. Le problème, c'est que si moi, j'imagine avoir, 5 jours de consultation par semaine, avec une moyenne de 30 patients par semaine à 70 la séance, et que je veux prendre que 5 semaines de vacances, eh ben, c'est certain que le plafond, vous allez l'exploser. Parce qu'il y a un plafond de 77 700 € par an. Au-delà, vous devez basculer dans un autre statut et ce qui se fait automatiquement, c'est ce qu'on appelle l'entreprise individuelle au régime réel. C'est-à-dire qu'on va réellement calculer vos charges pour ensuite savoir quel impôt vous devez payer. Donc, si je pars avec l'idée de faire ça 5 fois par semaine avec plus de 77 000, eh bien, au bout de 2 années consécutives, ça me bascule directement dans l'entreprise individuelle au régime réel avec une cotisation sociale et des impôts qui ne sont peut-être pas les plus avantageux pour moi. Si je me lance avec énormément de charges la première année, je ne sais pas, vous voulez acheter Whisk, vous voulez rénover un cabinet, vous voulez amener une belle déco, etc. et qu'au final vous retrouvez avec 30 000 €, 40 000 € de charges, là ce n'est pas intéressant parce que dans le régime micro-entrepreneuriat, l'État considère que 34% sont réservés à vos charges. Mais imaginez si en réalité c'est 60-70%. En fait, vous vous retrouvez à payer des impôts par rapport à un chiffre que, en théorie, vous devriez avoir, mais que vous n'avez pas du tout parce que vous avez eu énormément de charges. Donc déjà, il peut y avoir un problème si vous n'avez pas suffisamment estimé combien vous allez gagner et combien vous allez dépenser. La deuxième chose, c'est vos perspectives de développement. Il y a plein de statuts juridiques différents. Et il y a des statuts qui sont plutôt ce qu'on appelle personnes physiques, donc c'est le cas des entreprises individuelles, puis il y a des personnes morales, c'est le cas des sociétés, peut-être que la SASU, SARL, etc. Et en fonction du développement que vous souhaitez avoir, ça peut être intéressant de passer directement en société. Par exemple, si vous voulez acheter un cabinet, si vous voulez acheter un cabinet à plusieurs, si vous voulez monter une activité à plusieurs, c'est peut-être plus intéressant de basculer vers un autre statut juridique où là on peut créer à plusieurs, plutôt que de basculer sur micro-entrepreneuriat et puis chacun de faire de son côté. Je prends mon exemple, j'interviens moi en entreprise et avec un collectif, on est 2 autres dedans, et jusqu'à maintenant on était avec le statut micro-entrepreneur, et c'est assez pénible parce que à chaque fois on doit savoir qui va encaisser, etc. Et puis il y a moins de sérieux aussi quand une entreprise va vous démarcher, que vous êtes un collectif de 3 et que chacun a sa micro-entreprise, versus quand vous avez une SASU une SAS avec 3 collaborateurs dedans. Donc voilà, il y a ces questions-là à se poser parce que derrière, les retombées sont quand même assez dramatiques. C'est ce qui peut conduire la plupart du temps à la fermeture de l'entreprise quand justement on n'est pas capable d'assumer les cotisations sociales ou l'impôt derrière. 5e et dernier piège, ne pas avoir pensé à son quotidien. Ça pour moi, c'est une erreur fondamentale. Quand vous démarrez votre pratique, vous devez chercher constamment
à trouver l'organisation la plus parfaite possible. Et quand je parle d'organisation, je parle de l'organisation pendant les heures de travail, mais aussi en dehors des heures de travail. Moi, je me suis rendu compte que j'ai essayé plein de formats différents. J'ai essayé au départ de me dire, ok, je fais peu de jours, mais 8 patients par jour. Je ne suis pas capable. J'explose, j'ai très peu de pauses et du coup, je ne suis pas bon du tout dans mon travail. Moi, je remarque qu'il y a un bon fonctionnement, c'est quand j'ai 6 patients maximum par jour et que je mange peu le midi. Si je mange trop le midi et que je prends 2 heures de pause, je suis en moins bonne forme que si je mange peu et que je prends qu'1 heure. Donc ça a été le fruit pendant 2-3 ans d'expérimentation. Et donc aujourd'hui, j'arrive à une organisation qui me semble pas mal. Je dépose mon fils à l'école entre 8h et 8h30. 9h, je fais une séance de sport. 10h, début de ma consultation. Enfin, je commence la séance un peu avant 9h. Et donc, le temps de me doucher, tout ça. 10h commence ma consultation. Je travaille jusqu'à 13h, parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas faim à midi, c'était plus une faim sociale. 13-14, pause, petit déjeuner, enfin un petit déjeuner. Et ensuite, 14h, 17h, consultation. Et ensuite, fin de journée. Je rentre, je vais chercher mon fils à l'école et terminé. Le mercredi, je ne travaille pas et le dimanche, je ne travaille pas. Et sinon, le reste de la semaine, je travaille. Ça, c'est mon organisation. Vous devez réfléchir à l'organisation ultime pour vous. Vous devez sortir de cette espèce de format d'usine qu'on a eu jusqu'à maintenant, où vous allez travailler d'8h à midi, de 14 à 18, et vous allez prendre 2 heures de pause, et puis il faudra faire comme ça, et il faudra prendre 15 minutes de pause toutes les 2 heures. Il faut sortir de ça. Il faut que vous vous rapprochiez de vous, de vos besoins, et trouver ce qui fonctionne pour vous. Ça, c'est sur l'organisation dans le quotidien. Maintenant, dans les séances plus spécifiquement, il va falloir considérer aussi tout le travail annexe. L'édition de factures, l'envoi de factures, répondre éventuellement aux questions par mail, l'envoi de certains documents par mail, c'est tout le côté administratif. Moi, je ne supporte pas faire à répétition des tâches et qui ne demandent pas un effort de ma part. C'est-à-dire que je suis juste en train de renvoyer le même mail, en renvoyer la même note. Donc j'ai pensé, moi, tout un système où tout est automatisé. C'est-à-dire l'envoi des mails, l'écriture des mails, l'édition des factures, l'envoi des factures, les attestations de consultation, toutes ces choses-là, tout cet administratif, je l'ai réfléchi pour que ce soit automatisé et que je puisse faire l'entièreté de ces démarches-là dans le temps entre 2 séances. Moi, je marche par bloc d'1 heure, 45 minutes de consulte, 15 minutes de battement, plus ou moins. Des fois, la séance termine un peu plus tard. Et mon objectif, c'est que pendant ces 15, 10 ou voire 5 minutes, tout l'administratif qui est lié à ce patient, à cette séance, soit fait et que je n'ai pas à revenir dessus. Et ça, c'est ce qui me permet, à la fin de ma journée, de ne pas avoir à devoir dédier un autre temps dans la semaine à ce que j'aurais fait au fur et à mesure. Dans ces 15 minutes, je prends aussi le temps de consulter mes notes de la séance d'avant concernant le patient que j'aurai après. Voilà. Donc le patient que j'ai après, je prends les notes de la séance d'avant. Voilà. Après, moi, je travaille avec une Remarkable. Je passe. Hop. C'est cette espèce de petite tablette-là, mais qui est dédiée uniquement à la prise de notes. On ne peut rien faire d'autre, mais je trouve que la prise de notes est incroyable. Je ferai une vidéo de présentation là-dessus si jamais ça vous tente. Et donc moi, je travaille essentiellement avec ça. Parce que y a une facilité, je peux mettre les dossiers patients au même endroit, non, magnifique. Donc réfléchissez à l'optimisation de votre quotidien, c'est trouver vraiment l'hygiène de vie idéale, trouver l'organisation de votre administratif idéal et surtout notez à chaque fois ce que vous êtes amené à refaire souvent et trouver un moyen de l'automatiser. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on a énormément d'outils, même gratuits, qui sont à votre disposition et ça vous permet de tout automatiser. En tout cas, moi, c'est les choses que je transmets à l'académie du Psy Libéral. Tous les processus d'automatisation sont enseignés pour que vraiment on ait le moins de temps possible qui soit dédié à cette paperasse et que notre temps soit dédié à 2 choses et qui pour moi sont les plus importantes quand on est psychologue et psychothérapeute, à savoir vos patients et votre formation. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez la moindre question, vraiment, vous n'hésitez pas, vous mettez dans les commentaires. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous, mettez un j'aime. Et puis, je vous dis à très bientôt, peut-être dans une prochaine vidéo, vous allez pouvoir cliquer. Et puis voilà, prenez soin de vous.